L'histoire commence dans la mystérieuse ville du futur, S, un jeu en ligne à grande échelle basé sur la réalité et simulant complètement le monde réel. On demanda à Aoji d'arrêter de dormir, car le monde ouvert était une ville futuriste et le serveur ouvrait dans 10 minutes. Le garçon prit son ami par l'épaule et le pressa de se réveiller. Soudain, le camarade s'est levé et a attrapé la tête de Aoji avec ses mains, le regardant avec un regard terrible. Il continuait à le tenir par la tête et, l'appelant un scélérat, il disait qu'il l'avait vraiment trahi. Il se demanda s'il rêvait ou s'il avait perdu le nord. Il demanda à être libéré immédiatement, car il lui était déjà totalement impossible de respirer. OGA demandait à l'IA pourquoi il était celui-là, et le garçon a répondu que si ce n'était pas lui, alors à qui pensait-il? Ojiri s'exclama qu'il était vraiment mort, et continua à tenir sa tête avec ses mains et à sourire. Finalement, leurs frères se retrouvent au paradis. Il n'a jamais fait ce qu'on lui avait demandé avant de mourir, et le garçon s'est excusé auprès de son ami. L'IA répondit qu'il le maudissait et que le paradis et l'enfer n'avaient rien à voir avec cela. Il lui demanda d'essuyer rapidement sa bave et de se préparer à se connecter comme pionnier. Il a demandé pourquoi le garçon riait, car ce jeu avait plus de 50 millions à l'inscription et s'il était trop lent, il ferait la queue jusqu'à mourir. Le garçon saisit la souris et commença à cliquer. Le monde ouvert, plus précisément la ville du futur, commença à se charger. Oji se demandait ce qui se passait. Lihai répondit qu'il lui avait déjà conseillé de prendre quelques jours de congé et de ne pas travailler de nuit. Sinon il avait l'air épuisé, il l'aiderait certainement avec l'ordinateur. Oji se demande encore si Lisa l'avait achevé. Ses yeux brillèrent d'un rouge profond. Il a commencé à appeler Lisa et a dit que la pierre de sang du dragon serait définitivement la sienne. Soudain, le regard du garçon changea et des flots de sang écarlate commencèrent à couler de sa bouche. La femme en qui il avait le plus confiance l'a tué près de la mer des géants en fermant la pierre du dragon. Il a demandé en quelle année on était, et Lihai a répondu à Haoji que c'était en 2024, et qu'il était extrêmement fatigué et distrait ces derniers temps. Cela ne pouvait tout simplement pas continuer. Le garçon repensa aussitôt à ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. Lihai lui demanda d'attendre quelques minutes et de se connecter. Puis il irait se coucher. Les 100 premières personnes à se connecter recevront un coffret cadeau orange pour célébrer le lancement du serveur. Elles pourront ensuite vendre le matériel du coffret pour payer les frais médicaux de sa sœur. Il a demandé à son camarade de ne penser à rien, mais de se concentrer simplement sur la vitesse, et Haoji l'a compris en fermant les yeux. Quelle surprise de renaître il y a 10 ans. 10 minutes avant l'ouverture du serveur de la future ville S, Lihai est toujours en vie, tout comme sa sœur. Il raconta à son ami que dans sa vie passée, il ne pouvait pas tout lui rendre, mais que dans celle-ci, il allait certainement réécrire leur destin. Lihai répondit qu'il ignorait ce qu'il avait vu dans son rêve, mais qu'il appréciait ses paroles. Tout l'argent de son coffret cadeau lui appartiendrait. Et tant que leur sœur serait en vie, cela n'en valait pas la peine. Haoji ferma de nouveau les yeux et acquiesça. Il ignorait encore ce qui allait se passer dans quelques minutes. Le système a accueilli le garçon dans le monde ouvert de la future ville S. Il est le 99e joueur à entrer dans le jeu, et le système l'a félicité. L'IA a demandé à son ami quel était dans son numéro, et il a dit que c'était 99. Le garçon s'est exclamé que c'était tout simplement superbe, et qu'il avait payé beaucoup d'argent pour la mise à niveau Internet. Mais il s'est avéré qu'il était la 65e personne à se connecter au jeu. Il a levé la main et, en riant, a dit qu'ils avaient tous les deux de la chance. Mais pourquoi l'électricité a-t-elle été coupée à un moment aussi crucial ? Désormais, ils n'auront plus à faire la queue. Et puis le garçon a reçu un signal indiquant que le jeu allait bientôt commencer officiellement. Lihai était assis devant l'écran de l'ordinateur et le système lui a demandé de nommer son personnage. Il porta son doigt à l'écran et cliqua sur le chasseur de platine. Il fut très surpris et s'exclama « C'était tout simplement incroyable !» Il demanda à Aoji s'il pouvait voir et se leva rapidement de sa chaise. Future City, c'est un jeu en ligne inhabituel. Simulant la réalité, il la remplace et la devient, une réalité à laquelle il a mis du temps à s'habituer dans sa vie antérieure. Le garçon ne pouvait pas voir son jeu, mais il avait aussi un panneau. De quel type de technologie s'agit-il? Et il n'y avait aucun équipement externe, ce qui est très cool. Après le lancement du jeu, la réalité sera bientôt complètement bouleversée. Le monde entier deviendra alors un jeu et l'humanité entière sera immergée dans la future ville de S. Le système proposait de lire des informations de base sur la ville. Après lecture, les joueurs recevraient un mystérieux coffret cadeau. L'IS exclama « C'est vraiment excitant, ça vaut le coup de se lancer dès maintenant pour le plaisir ». Haoji exhorta son compagnon à ne pas manquer l'information clé. Il se dit qu'il ne pouvait pas lui dire qu'il était né de nouveau et qu'il devait d'abord l'en avertir. Il a demandé à l'IA de respecter les informations soigneusement écrites et de les lire dans leur intégralité. Son camarade lui demanda ce qu'il avait dit, Haoji lui demanda d'oublier et s'exclama qu'il se reverrait fin plus tard. Dans sa vie antérieure, il a appris du Seigneur des Ténèbres qu'en lisant chaque mot des millions de mots d'informations de base, une compétence de talent spécial serait débloquée avant d'entrer dans le jeu. Dans la vie antérieure, selon certaines sources,
moins de 10 personnes dans le monde entier ont découvert des talents de grand rang. Et lui, dont la vitesse de déplacement était encore plus rapide que celle de Lehigh, ne pouvait compter que sur l'élevage assidu de monstres, la montée en niveau et l'obtention d'équipements. Après s'être excusé, il pensa au fait que ce n'était qu'un million de mots et serra son poing fort. La première règle stipule que l'équivalent de richesse dépend du principe selon lequel, dès l'entrée dans le jeu, elle est distribuée une à partir de la richesse réelle. Règle numéro 2, tout le monde a une compétence de résurrection. Mourir 2 fois dans le jeu signifie un statut hors ligne permanent. Le garçon a continué à toucher l'écran du moniteur et à se familiariser avec de nombreuses autres règles. Plusieurs heures et 3 jours s'étaient déjà écoulés depuis qu'il était assis, absorbé devant l'écran, et qu'il avait finalement lu toutes les informations. Avec l'arrivée de l'apocalypse, que les étoiles soient avec lui, la lecture était terminée et il est temps de se connecter au jeu. Le chasseur de platine devait choisir une race et une classe, et le garçon s'enfonçait déjà quelque part, comme dans un abîme. Possédant une pierre de sang de dragon, il s'éveilla comme membre de la race cachée des dragons, de niveau 1, et reçut un talent de restauration de haut rang. Aoji fut surpris d'entendre parler de la pierre du dragon. Lisa ne l'a-t-elle pas prise? Pourquoi le deuxième talent a-t-il un point d'interrogation? Les informations sur les personnages et le système fonctionnent. Le système m'a demandé de les vérifier après ma connexion et de profiter du jeu. Soudain, le garçon sentit le souffle de quelqu'un derrière lui et une main tomba sur son épaule. Un camarade lui a demandé pourquoi il venait d'arriver et lui a dit qu'il était déjà au niveau 5. Lee Hay a expliqué que le village des nouveaux était incroyablement bien fait, comme dans le monde réel. Il ne savait toujours pas comment se déconnecter du jeu, et il avait l'impression d'y avoir été transporté. Il s'appelle Aoji et, s'il se souvient bien, il a 24 ans. À cette époque, il travaillait la journée et travaillait à temps partiel le soir. Pour économiser, il partageait un petit appartement avec Lehigh dans le 3e arrondissement. La femme s'est approchée de Wutong et lui a demandé comment elle se sentait aujourd'hui, ce à quoi elle a répondu qu'elle allait pas bien. À ce moment-là, il était occupé à gagner de l'argent pour payer son traitement et était rarement présent auprès d'elle. Dans sa vie antérieure, il a été contraint de participer à l'aventure pour offrir de meilleurs soins médicaux à sa sœur. Plus tard, lorsque le jeu a remplacé la réalité, il est devenu un légendaire chasseur de platine. Il a collecté de l'argent, a acheté de nouveaux médicaments à sa sœur, lui a permis d'aller dans des hôpitaux offrant de meilleures conditions, mais elle n'a pas pu supporter la détérioration de son état et a choisi le suicide. Le garçon se tenait devant la pierre tombale, la contemplant avec tristesse. Après la mort de sa sœur, il avait par hasard découvert dans une quincaillerie un remède spécial contre la maladie de Charcot, qui coûtait 500 points. Le camarade demanda à son ami à quoi il pensait. Aoji, ruisselant de sueur, répondit qu'il n'y pensait à rien de tel, seulement que la maladie de sa sœur le trottait dans la tête. Lehigh lui dit que s'il la manquait, il pourrait en passer à l'hôpital et lui parler. Au fait, les points peuvent être échangés contre de l'argent et bientôt leur petite sœur sera dans une chambre privée. Lehigh s'exclama soudain qu'il avait une mission et du temps pour la terminer. Il leur demanda de prêter une attention particulière aux indices, sous peine de payer cher leur échec. Ils devaient monter de niveau rapidement, sinon ils seraient loin des missions communes et ils devaient filer. En se séparant, il leur dit qu'ils se retrouveraient au McDonald's à 20h et que l'essentiel était de ne pas rater cette occasion. Pendant ce temps, les garçons marchèrent le long de la route, main dans la main. L'un tenait la main d'une fille, l'autre celle de leur enfant. Le garçon pensait que son talent résidait dans les jeux. Il n'en avait plus besoin et pouvait reprendre le cours de sa vie. Une personne sur la route a mentionné que le cosplay était de plus en plus populaire ces derniers temps, et que son petit-fils s'y intéressait aussi. La femme a répondu que cela s'appelait du cosplay, et que c'était une influence étrangère. La grand-mère a acquiescé et a demandé s'il s'agissait vraiment d'un événement, vu que les rues étaient pleines de jeunes déguisés. L'objectif de la mission était cette fois un rassemblement près de la porte nord de la vallée heureuse de Shenyu. La mission ne durait que 30 minutes et la récompense était de quelques points. L'échec d'une mission entraîne également une pénalité de plusieurs points. Si le nombre de points tombe à 20, le compte sera fermé. Oji a écouté les nouvelles exigences du système et a commencé à se déplacer dans la gare. Le garçon s'est assis sur un siège dans le train de banlieue et a lu les nouvelles sur la destruction soudaine des routes dans la nouvelle zone de Chinfu. Il a appris qu'un horrible accident s'était produit dans la nuit. Selon des témoins, un grand immeuble du centre-ville avait mystérieusement disparu vers 13h pendant plusieurs heures. Presque tous les employés étaient portés disparus et leur localisation était inconnue. La police est arrivée sur les lieux et la réalité virtuelle et la réalité ont progressivement commencé à fusionner. Le garçon se demanda s'il y avait d'autres personnes nées comme lui, qui savaient déjà ce qui les attendait. Il jeta un coup d'œil à la fille et elle lui parut très familière. Soudain, la fille a remarqué que le gars assis à côté d'elle la regardait. Quand il lui a demandé si elle le connaissait, la fille l'a appelé par son nom. Oji fut très surpris par cela et devint curieux de savoir comment ils se connaissaient là.
La jeune fille expliqua qu'ils s'étaient rencontrés 3 jours auparavant à l'hôpital et qu'elle s'appelait Yin-Pei. Elle disait être la meilleure amie de Wutong. De façon inattendue, lorsque le gars entendit cela, il lui jeta un regard étrange et surpris. Yin-Pei le regarda et lui demanda pourquoi Wutong s'était suicidé et s'il existait un médicament spécial. Elle était très triste et la fille ferma les yeux et se serra contre le garçon. Aoji, la tête entre les mains, dit à Yin-Pei qu'il avait fait une erreur et s'excusa. Il se dit qu'il avait déjà rencontré la meilleure amie de la sœur de Yin-Pei, mais il ne l'avait jamais vue aussi jeune et pleine de vie. Yin-Pei a dit que tout allait bien et qu'il ne s'était pas vu beaucoup de fois, et qu'il était normal qu'il ne la reconnaisse pas tout de suite. Wutong, lui, a un jour présenté fièrement Yin-Pei comme sa meilleure élève, belle, gentille et juste. Elle a remporté 3 championnats de Bajikwan et se bat souvent pour la justice. Pour le dire franchement, Wutong est la déesse parfaite. Yin-Pei demanda à Aoji pourquoi il n'était pas au travail ou s'il était actuellement en congé. Le garçon répondit qu'il était effectivement en congé. La fille lui a demandé à quelle station il descendrait, et le garçon a répondu que c'était à l'avenue Xihua, puis elle jeta un regard surpris à Aoji, et s'exclama qu'elle aussi, et que c'était une grande coïncidence. Le garçon la regarda à nouveau avec un air surpris, et le tourna immédiatement sur le côté. Il demanda à la fille si elle était entrée dans la ville du futur S, et elle le regarda alors d'un air interrogateur. Soudain, elle changea de sujet et lui demanda s'il voyait le même écran bleu flottant qu'elle. Aoji se rappela que, dans sa vie antérieure, après que le jeu eut complètement remplacé la réalité, Yin-Pei était encore en vie. Elle devait forcément entrer dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Il ne s'attendait simplement pas à ce qu'elle soit l'une des premières. Yin-Pei a déclaré que lors d'une interview dans l'entreprise ce matin, cet écran est soudainement apparu, accompagné d'une demande de visionnage de l'intrigue du jeu. Elle pensait qu'elle imaginait des choses, ce qui signifiait qu'il s'agissait vraiment d'une technologie avancée. Le garçon lui a demandé si elle avait vu le reportage, ce à quoi elle a répondu en riant qu'elle avait tout raté. Bref, elle avait récemment reçu une mission, alors elle avait pris le métro. C'est la première fois qu'elle rencontre quelque chose comme ça, et elle a également pensé qu'il serait préférable de faire ce qu'on lui disait, sinon des points seraient déduits, et si c'était vrai et que c'était ainsi que fonctionnait la science-fiction. L'arrêt suivant était l'avenue Xihua, et les enfants devaient descendre du train à gauche. La fille s'est immédiatement levée, et Aoji lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, car il avait probablement la même mission qu'elle. Comme tout s'est passé ainsi, les gars ont décidé de partir ensemble et sont descendus du train. Le système a signalé que la mission était terminée et que la récompense était d'1 point. Et le niveau du personnage était également le premier. Le garçon a demandé à la fille si elle savait qu'ils étaient déjà dans le jeu. Elle ne comprenait pas où ils se trouvaient là maintenant et commença à regarder attentivement les gens autour d'elle. En plus de cela, en d'autres termes, cela ne peut être expliqué d'aucune façon. Et ils ont continué à être surpris. Aoji ferma les yeux et dit que puisque c'est un jeu, il a ses propres règles et que ceux qui suivent les règles peuvent en gagner. L'instant d'après, l'un des garçons demanda ce qui se passait et s'exclama qu'il était venu répondre à un appel et qu'il avait encore du travail, qui paierait l'amende pour son absence. Était-ce vraiment une nouvelle épreuve pour les capitalistes ? Il se mit à crier et à demander si quelqu'un l'entendait. Un autre homme a déclaré que c'était tout à fait vrai et qu'il s'agissait clairement d'un test pour les capitalistes. Pour qui prennent-ils ces gens ordinaires ? Ne trouvent-ils pas ces technologies effrayantes ? Comment peuvent-ils seulement voir le tableau d'affichage devant eux ? Quand a-t-il été installé exactement ? Et était-ce vraiment après la vaccination ? L'un des employés a demandé s'il y avait du personnel dans les parages et a exigé une explication immédiate. Quelle entreprise mène cet essai et est-il à grande échelle ? Le gouvernement dispose-t-il de documents officiels et qui compensera ces pertes ? Yin-Pei s'est tourné vers le protagoniste et a voulu dire quelque chose, mais le garçon lui prit la main de manière inattendue. Après quoi ils continuèrent à regarder ce qui se passait. Aoji s'est tourné vers la fille et lui a demandé de ne pas agir inutilement. Mais elle a demandé au personnage principal s'il avait besoin d'expliquer tout ce qu'il savait à ce sujet. Devant eux, il y avait une bande d'idiots et les gars ne comprenaient pas ce qui se passait. Un type aux cheveux blonds rit et les regarda avec un sourire stupide. Même si la situation était floue, quelque chose d'étrange se produit. Soudain, quelqu'un s'exclame qu'un meurtre a été commis. Bichitade et porta canason concordance. Des cris horribles ont été entendus tout autour et l'un des gars a été déchiré en petits morceaux. Les gens ne comprenaient pas ce qui s'était passé et le gars qui portait des lunettes est tombé au sol, se cognant le dos et saignant. Les gars se sont rassemblés autour de ce type qui était dans une mare de sang écarlate et le regardaient avec peur. Le système a félicité les gars d'être venus à ce match et ils ont regardé avec peur le cadavre allongé devant eux. Le système a signalé que tous les participants à cette mission sont des nouveaux venus. Et pour les aider à s'adapter plus rapidement, un service spécial vient d'être préparé pour tout le monde. C'est l'attitude privilégiée pour garantir que tout le monde prenne le jeu au sérieux. Yin-Pei se couvrit la bouche des mains et le garçon lui demanda de se calmer.
Mais la fillette expliqua que quelqu'un était mort, ce à quoi le garçon répondit que des gens meurent et que beaucoup mourront. Il lui a demandé de s'habituer rapidement à ce fait et pensait en privé qu'elle avait vite compris qu'elle était dans un jeu. Cependant, une telle fureur peut détruire la vision du monde de n'importe qui, et il avait dû s'y habituer pendant longtemps dans sa vie antérieure. Maintenant, elle doit comprendre que ce jeu n'est pas un divertissement, et que ceux qui contrôlent le jeu ne valorisent pas la vie et sont dépourvus d'humanité. Le personnage principal regarda attentivement le panneau qui se trouvait devant lui, et c'était comme si une explosion s'était produite. Les gens ont commencé à perdre l'équilibre et à voler dans différentes directions. Tombant, le garçon attrapa la main de Yin-Pei et commença à tenir son épaule avec son autre main. Il y eut une autre explosion et un éclair violet brillant se répandit tout autour. Tout était enveloppé d'une lumière violette, et la grande roue brillait comme de l'or. Le système les informa que leur mission était de survivre. La mission était hebdomadaire et d'une durée d'1 heure. La difficulté était de niveau 1 et la récompense était de 5 points. En cas d'échec, le personnel de la vallée du bonheur harcelait les touristes. Vont-ils se cacher ou résister et comment survivront-ils ? Le système annonça le début du jeu. Lorsque le système a informé les garçons que le jeu commençait, tout le monde a regardé autour de lui avec horreur. L'un des hommes a demandé si c'était un canular, juste pour les effrayer. Mais l'un d'eux a répondu que tout semblait réel. Comment tuer des gens dans la rue pouvait-il être un canular ? Il lui a demandé de se réveiller. Yin-Pei s'approcha du protagoniste et, effrayé, l'appela par son nom. Hao-Ji lui demanda de partir, car rester à l'entrée pouvait être considéré comme une violation du règlement. Quand le garçon dit cela, la fille accepta immédiatement et, joignant les mains devant elle, le suivit. Les garçons se sont tenus devant les hautes portes et ont demandé qu'elles soient ouvertes immédiatement et qu'on les laisse entrer. L'un des gars a demandé au contrôleur s'ils étaient un sourd. Le deuxième m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas me taire ou si leur cerveau avait cessé de fonctionner. Yin-Pei voulait également dire quelque chose et avancer, mais le garçon l'arrêta immédiatement d'un mouvement de la main. Il était très prudent et jetait un regard interrogateur, scrutant au loin. Il n'y avait que 3 employés près de l'entrée. Le jeu Atto est conçu pour les joueurs de niveau 1. Je peux tout résoudre, ça a l'air facile. La jeune fille a déclaré que l'écran disait que les employés de la vallée du bonheur chasseraient dans les touristes. Elle expliqua aux protagonistes qu'on leur avait clairement donné des indices. Hao-Ji remarqua que la fille était plutôt calme. Un homme était très en colère et a demandé au gars qui se tenait devant la porte d'ouvrir la porte, car comment jouerait-il s'il se tenait là comme une statue ? Ceux qui gardaient un moment cette porte inclinèrent la tête et commencèrent à s'approcher des garçons. Lorsqu'ils relevaient la tête, leurs bouches étaient décousues avec des fils et leurs yeux brillaient d'une lumière blanche transparente. L'homme était tout simplement choqué et, couvert de gouttes de sueur, demanda ce qui était arrivé à leurs yeux. Les garçons regardèrent attentivement ces gens terribles et ne pouvaient pas comprendre ce qui leur était arrivé. L'homme a continué à crier et leur a demandé de faire attention tout en promettant de porter plainte. Les autres garçons pensaient avoir accompli la tâche, mais l'une des filles au visage effrayant dirigea toute sa force vers l'homme. Il y eut un éclair et elle bondit et s'approcha de lui, enfonçant une arme tranchante dans son œil. Elle a sauté bien haut, au-dessus de lui, et après que l'homme soit tombé au sol sans œil, elle a sauté sur lui. Elle a frappé l'homme de toutes ses forces et le sang a commencé à jaillir dans toutes les directions. La femme effrayante a de nouveau levé l'arme tranchante aussi haut qu'elle le pouvait et a commencé à crever l'œil de l'homme. Elle sourit malicieusement et son regard vola bien au-dessus des têtes des autres garçons. C'était un spectacle terrifiant. Et l'un des participants s'est exclamé qu'un meurtre avait eu lieu, un autre a affirmé que les policiers tuaient des gens. Les gars ont commencé à courir dans toutes les directions et l'un d'eux a demandé d'appeler la police dès que possible. Ils ont continué à courir et à appeler à l'aide, mais les officiers ont continué à les poursuivre. Les yeux des employés étaient ensanglantés et ils étaient en mode très rapide et adroit. Les gens continuaient dedans de crier et d'appeler à l'aide, affirmant qu'ils étaient tués et mutilés. L'une des jeunes filles implorait de l'aide et demandait à être libérée rapidement. L'homme qui tenait l'arme a ri et a dit que c'était drôle. Il a expliqué qu'il n'était ainsi que des employés et que les tuer n'était pas illégal. Mais il s'est demandé où se trouvait la loi et il a serré son arme encore plus fort. Lorsque la femme eut fini avec cet homme, elle commença à s'approcher du gars qui tenait la lame dans ses mains. Il l'a appelé bébé et s'est exclamé qu'elle aimait les returns, qu'elle aimait les jeux brutaux. Alors son grand frère jouerait dur avec elle aujourd'hui. Avant qu'il ait pu finir de parler, la femme effrayante s'approchait déjà de lui avec des griffes acérées et dénudées. L'homme l'a frappé à la tête avec son arme tranchante et s'est exclamé qu'il était très excité et qu'elle lui plaisait. Il lui a demandé la permission de la divertir. Le garçon demanda quel goût avait la barre d'acier de son frère aîné. Il lui demanda de crier « Frère, ça me fait mal 2 fois », et alors il aurait pitié d'elle. Lorsqu'il eut achevé cette terrible femme, il lui demanda si elle avait complètement perdu sa langue.
Le gaz était très en colère et le système a félicité le joueur car cela faisait longtemps qu'il n'était plus un frère aîné pour avoir tué le premier monstre humanoïde du jeu City of the Future S. Le système récompense le joueur qui n'a pas été un frère aîné depuis longtemps avec 100 points d'expérience et le niveau du personnage était le premier. Le gaz était très heureux et a ri et s'est exclamé que c'était un vrai jeu et que vous obteniez des points d'expérience en tuant des monstres. Il devint très intéressé et sans lâcher son arme, il décida de continuer le combat contre les monstres. Le protagoniste regarda Yin-Pei et lui demanda de discuter de stratégie. Elle lui demanda de quelle stratégie il parlait. Une fille s'est assise à côté du garçon et lui a demandé de parler rapidement. Quel genre de stratégie était-ce ? Le personnage principal la regarda attentivement, avec un regard sévère, tirant ses sourcils vers son nez et lui demanda qui elle était. La fille regarda calmement le garçon et dit que son nom était He Nina. Puis Haoji et Yin-Pei la regardèrent pensivement en réponse. Elle a demandé au personnage principal, avec un regard triste, quelle était leur stratégie. Puis le garçon, regardant depuis le coin, expliqua aux filles que pour commencer, c'était une observation. Il se dit qu'il était inutile d'être imprudent. Même s'ils n'étaient que des monstres de premier ordre, une attaque de la majorité a un impact direct. Le parc d'attractions compte environ 200 employés. Certains en bonne forme physique, d'autres simplement des citoyens ordinaires. Il a regardé le personnel tuer les participants, les coupant en petits morceaux. Yin-Pei est un champion de compétition de Bajiquan, donc l'autodéfense n'est pas un problème. Le protagoniste a demandé à la fille si elle pouvait se battre. Nina a répondu qu'elle pouvait le faire dans les jeux vidéo. Le garçon expliqua qu'il y avait des tas de cadavres dehors et beaucoup de sang partout. Il demanda aux filles d'écouter attentivement ce qu'il allait dire. Il a commencé à expliquer qu'en plus des règles du jeu affichées à l'écran, tuer ces individus, à savoir les employés du parc, donne des points d'expérience pour monter de niveau. Yin-Pei lui demanda s'il voulait dire qu'ils étaient originellement humains. Elle craignait qu'il ne puisse les tuer sans raison. Oji a dit qu'il ne la forcerait pas à tuer activement des gens. Il y avait de nombreuses autres façons de gagner des points d'expérience. Cependant, si elle était frappée, elle devrait rendre l'appareil. Nina sourit et serra le poing. Le garçon a expliqué que tuer des personnages non-joueurs était différent de tuer des monstres dans les jeux informatiques et a demandé s'il comprenait entre dans les tout. Nina répondit qu'elle ne voulait pas mourir ni être un fardeau pour l'instant, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Yin-Pei s'exclama qu'elle ne serait pas un fardeau non plus. Alors le garçon s'approcha des deux filles et les prenant par la tête avec ses mains, dit qu'alors il en serait ainsi. Oji regarda autour de lui et dit aux filles de l'attendre. Il irait au manège pour vérifier s'il y avait des armes improvisées. Il expliqua, en désignant les cartons, qu'il était prudent d'être ici pour le moment et qu'il n'était pas nécessaire de se révéler. Pendant ce temps, les filles montaient dans les boîtes et restaient assises tranquillement, sans sortir la tête. Le personnage principal est lentement sorti de sa cachette et a essayé d'écouter différents sons. Il a essayé de dépasser les employés et a mis la main dans le tiroir. Soudain, l'un des employés est apparu derrière lui et a commencé à tendre sa vile patte avec des griffes vers lui. Les filles ont sorti la tête de la boîte et, inquiètes pour le garçon, lui ont demandé de faire attention. Mais l'employé s'étant déjà approché de lui, a essayé de le retourner par terre. Le garçon fit un salto et elle commença à s'approcher à nouveau, lui souriant malicieusement. Elle s'est levée et a cambré son dos d'une manière très terrifiante, et ses griffes étaient longues et courbées. Elle se prépara à sauter et à se rapprocher de l'ennemi. Oji a déclaré qu'à l'origine, il ne voulait pas que Yin-Pei le voie tuer de ses propres yeux, mais il voulait considérer cela comme une leçon pour elle. Le garçon a commencé à utiliser la clé contre l'employé, et elle s'est envolée très très loin. Le protagoniste s'est rendu compte que la condition physique de ce corps était mauvaise et qu'il devait se préparer. Lorsqu'il s'est arrêté, il a senti des crampes dans ses jambes, ce qui n'était pas très bon. C'était la première personne qu'il tuait après sa renaissance, et pourtant, tout récemment, c'était des gens. Malheureusement, c'est le destin. Mais il survivra sûrement et se vengera de tous. En récompense, il reçut un énorme marteau en fer et une clé spéciale. Haoji, après avoir reçu ces objets, est apparu à côté des filles et a dit qu'il était déjà revenu et qu'il était là. Il a donné ces objets aux filles pour se défendre et a pris un énorme et lourd marteau pour lui-même. Yin-Pei a demandé au frère Haoji s'il avait été blessé par peur pour le protagoniste. Le garçon dit aux filles larvant qu'il allait bien et n'avait aucune blessure. Yin-Pei fit remarquer que Wu Tong n'avait pas dit connaître les arts martiaux. Haoji répondit qu'il n'était pas très doué et qu'il s'était tordu la cheville en tombant. Le garçon pensa que Yin-Pei connaissait le Bajiquan. Au premier coup d'œil, il était clair pour elle qu'il s'était entraîné et qu'il ne l'avait pas fait. Mais pour l'instant, il ne dira à personne qu'il s'est réincarné, et ce sera son atout. De plus, il ne ment pas, et sa condition physique est vraiment catastrophique. Il s'est vraiment tordu la cheville. Soudain, la fille regarda Haoji avec peur et dit que son sourire était un peu effrayant. Nina le regarda avec des larmes dans les yeux et dit qu'il ressemblait à un tueur expérimenté. Le protagoniste a répondu que les tueurs expérimentés, les gens dotés d'un instinct de conservation, savaient mieux qu'il s'agissait d'une situation particulière. La fille leur demanda s'ils allaient maintenant sortir pour gagner des points.
Aoji répondit que ce n'était pas nécessaire et que s'ils suivaient les règles du jeu et survivaient une heure, le système les récompenserait en points. Il expliqua, en regardant sa montre, qu'il pouvait échanger des points contre de l'expérience, mais que ce n'était pas bon marché et qu'il ne restait que 39 minutes. Henina dit au garçon qu'elle savait qu'il s'agissait de personnages du jeu et lui promit de ne pas être un fardeau. Elle voulait continuer. Mais Yin-Pei demanda s'il pouvait monter de niveau s'il ne tuait mort pas les personnages. S'ils ne montent comme pas de niveau en survivant à ce tour, ils resteront bloqués dans les suivants. Pendant que les filles discutaient, le personnage principal regardait droit devant lui et souriait. Il y avait beaucoup de cadavres gisant sur le sol, et il s'est demandé pourquoi un jeu aussi cruel existait. L'homme qui a tué l'employé en premier a continué à se battre pour sa vie et à les tuer l'un après l'autre. Il l'a fait avec une grande passion, et ses yeux brillants de joie. Lorsqu'il a tué un collègue, il a ri avec une violence et une grossièreté extrêmes. Le gars n'a jamais lâché sa hache et a qualifié le jeu de très rafraîchissant. Il remarqua que l'air était rempli d'une odeur de cris et de peur. Comme s'il en profitait, un défilé de sang se déroula devant ses yeux et il se considéra comme l'élu. Il leva son couperet ensanglanté bien au-dessus de sa tête et s'exclama que c'était exactement ce qu'il attendait. Il voulait découvrir un nouveau monde et il s'y plaisait. En entendant cela, les autres gars furent terriblement effrayés. Pendant ce temps, les hommes étaient assis près des écrans, observant attentivement les événements. Lorsqu'ils commencèrent à parler d'esquive et d'utilisation de compétences, la partie était terminée. L'un des gars a demandé à l'autre s'il savait jouer, trichait-il, et pourquoi sa santé ne diminuait-elle pas. Quand le gars l'a traité d'ordure, le deuxième s'est approché et l'a attrapé, lui demandant qui il était, pour l'appeler ordure. Mais le garçon a demandé à être libéré, et il n'arrêtait pas de demander qui il traitait d'ordure. C'était juste quelques jurons, pas besoin de faire une montagne d'une taupinière. Impossible de ne pas jurer en jouant, et en plus son gameplay est nul. Le gars a mentionné qu'on le traitait constamment de poubelle, et qu'on lui demandait ce qui se passait. Qu'il joue ou non, et sinon il valait mieux arrêter. Mais le type l'a frappé au visage de toutes ses forces et a dit que s'il ne gagnait pas la partie, il se battrait avec les autres, et s'il n'y arrive pas, il lui demande d'arrêter de faire semblant et de le traiter à nouveau de déchet. Pendant ce temps, le type battu était sur un banc, devant la police. Il était très en colère et se disait qu'eux aussi le considéraient comme un déchet. La fille le gifla. Cumulait-elle vraiment 2 boulots pour payer ses études, lui donnant constamment des chances, tandis qu'il continuait à s'humilier ? La femme l'a traité de simple déchet et a dit qu'il était comme son père et qu'elle était définitivement maudite. Après ces événements, le gars a tenu parole et a attendu le jour où le destin se réjouirait enfin. Il tenait maintenant le couperet et gagnait déjà en expérience. Il décida qu'il devait tuer 13 personnages supplémentaires pour atteindre le niveau 4. Il restait encore une demi-heure de jeu et rivaliser avec d'autres joueurs pour gagner des points n'était pas la meilleure stratégie. Il a décidé que les règles n'expliquaient pas la peine pour avoir tué des gens, car elles n'étaient pas écrites dans les règles et il n'y avait pas de punition en tant que telle. Le parc d'attractions est bondé, il est donc important de monter de niveau plusieurs fois avant de quitter le village des débutants. Il décida qu'il mourrait de toute façon au prochain jeu, sinon celui-ci, et c'était un énorme avantage. Il poursuivait déjà la fille qui s'enfuyait en criant à l'aide. Elle a continué à appeler à l'aide, mais le gars s'était déjà approché d'elle en agitant son couperet. Il a tué à nouveau l'un des gars et a reçu une centaine de points d'expérience en direction d'une nouvelle victime. La fille tourna la tête dans sa direction avec peur et commença à s'enfuir le plus vite possible. Le gars tenait un couperet et la regardait avec un regard effrayant et en colère. La fille était sérieusement effrayée et voulait crier, mais il lui a couvert la bouche avec sa main. Il lui a demandé de ne pas crier et lui a demandé si elle avait peur de s'en prendre aux employés. Puis elle s'est mise à pleurer et est devenue silencieuse, après quoi elle l'a remercié pour son aide. Elle a continué à pleurer et a dit que sans lui, elle serait morte depuis longtemps. Le garçon répondit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier. Il lui demanda si elle était une joueuse et si elle était humaine. La fille, essuyant les larmes de ses yeux, le regarda attentivement et dit qu'elle était une joueuse. Eh bien, quand il s'est rapproché de plus en plus d'elle, elle l'a regardé avec peur et lui a demandé de la sauver. Soudain, le gars a levé sa hache au-dessus de sa tête, et elle a eu très peur. Le gars a ri terriblement et a décidé de voir ce qu'elle valait et l'a découpée avec une hache. Il coupa la fillette en petits morceaux et fut très content de ce qui se passait. Mais de manière inattendue, le système a révélé qu'un point lui avait été retiré pour avoir tué un représentant de sa propre race. Le type sourit et dit qu'il n'avait pas eu de chance aujourd'hui. Suivant cette logique, tuer des démons et des bêtes était parfaitement acceptable, mais ne perdrait-il pas ses points ? Il était visible lorsque le gars appuyait sur la recherche que les conditions initiales et l'introduction au jeu avaient disparu. Étant donné que le niveau de ce village de débutants est bas, il peut être judicieux de vérifier quelques points. Vous auriez dû lire attentivement l'intrigue du jeu et les conditions associées dès le début. Cependant, le texte était confus. Il ne l'a donc pas lu en entier. Soudain, le regard du garçon a changé en voyant les 2 filles et le personnage principal devant lui.
Il sourit sarcastiquement et dit qu'il y avait 3 lâches devant lui et rit. Il se frayait un chemin derrière les garçons très silencieusement et prudemment, sans lâcher son couperet ensanglanté. Soudain, il s'est retrouvé devant les gars et, après les avoir salués, leur a montré son arme. Il s'accroupit et, souriant, demanda s'ils s'étaient cachés ici pendant tout ce temps. La fillette y grogna en réponse et ne dit rien. Mais c'est logique car cet endroit est hors de vue et plutôt agréable, et sûr aussi. Le personnage principal a regardé le gars avec larmes et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui. Le gars a ensuite expliqué à Haoji qu'il était trop dangereux dehors et qu'il cherchait également un endroit sûr. Le garçon se demandait de quel endroit sûr il parlait. Il était couvert de sang, tenait 2 couteaux de boucher et avait besoin de se cacher. Le garçon se demandait si le gamin le surveillait constamment, se demandant s'il était un joueur expérimenté. Mais c'était l'air d'un village de débutants, et il réfléchissait probablement trop. Il demanda s'il y avait des conseils. Oji répondit qu'il n'avait aucun conseil à lui donner, qu'il était couvert de sang et que ce n'était pas parce qu'il s'était retrouvé en danger. Tuer des factions adverses deviendrait la norme en fin de partie, et cet homme avait l'air en pleine forme. Alors mieux valait ne pas le déranger. Le garçon a déclaré que, heureusement, il avait été rapide et avait immédiatement couru au restaurant pour prendre une arme pour se défendre. Le gars sourit à nouveau, sournoisement, aux gars, et leur demanda s'ils étaient l'un de tous des gens. Imber regarda attentivement le garçon et lui demanda en réponse quel était le but de cette question. Puis le gars allait expliquer que s'ils étaient tous de la même race, ils devraient s'entraider. Il a expliqué qu'il faisait extrêmement dangereux dehors et leur a demandé s'ils pensaient l'Inquance à la même chose que lui. Pour une raison inconnue, Renina le regarda avec une certaine peur. Le garçon lui expliqua que bien sûr nous sommes tous humains et que naturellement nous devons nous entraider. Cependant, 3 d'entre eux étaient trop faibles et prévoyaient de se cacher ici jusqu'à la fin du jeu. Puis l'homme au couperet a dit que s'ils attendaient, ils ne pourraient pas monter de niveau ici, et que les parties des futurs seraient difficiles. Le protagoniste a demandé s'il y avait des joueurs qui préféraient se cacher, puis l'homme au couperet a dit que c'était vrai et que le meurtre pur et simple nécessitait de surmonter une barrière psychologique. Après tout, ils étaient tous humains. Il se dit que cette petite fille avait agi timidement tout le temps qu'il avait posé des questions, et que quelque chose n'allait pas ici. Néanmoins, il leur conseille de réfléchir plus largement, car le monde tel qu'il le voit est sur le point de changer radicalement. Seuls les plus forts survivront, et il refuse de tuer. Il saisit son arme et demanda à la jeune fille, la tête baissée, si elle appartenait à la race humaine. Le personnage principal a demandé à laisser l'auto-présentation jusqu'à la fin de tout ce jeu. Il regarda attentivement le gars aux cheveux blonds, et pensa qu'il ne pensait pas à tuer des gens. Il avait vu ce regard d'innombrables fois, et il visait clairement Ning. Cependant, seuls les meurtres interraciaux rapportaient bientôt des points, tandis que tuer une personne de la même race en entraînait une déduction. Oji pensait que ce type était sans aucun doute un tueur de sa propre race, sinon il n'aurait pas posé de questions sur leur race. Il lui a dit qu'ils se cachaient donc tous les 3 dans les jeux et qu'il leur fallait simplement survivre jusqu'au bout. Le garçon décida de tester quelque chose. Il est facile d'extorquer des informations à des personnes aussi excentriques. Il dit qu'ils avaient tous vu ce qui se passait avant le début du jeu. S'ils ne respectaient pas les règles, ils seraient considérés comme des contrevenants et seraient tués. Et s'ils ne traquent pas les employés pour monter de niveau, que feront-ils s'il est impossible de se cacher dans le jeu? Honnêtement, il essaie déjà niveau 3, et tuer des employés ne demande pas beaucoup d'efforts. Il leur a demandé de le suivre, car l'union fait la force. Il les laisserait même tuer quelques-uns de ses employés pour gagner des points, ce qui serait vraiment appréciable. Haoji s'est excusé, préférant partir seul. Il se disait qu'un nouveau joueur atteignant le niveau 3 en moins d'1 heure était exceptionnel. L'intégrer à l'équipe semblait véritablement augmenter leurs chances de survie. Mais après sa vie passée, et surtout après la trahison de Lisa, il ne ferait pas ce choix. Le type a ri et s'est exclamé que c'était vraiment dommage. Il les aimait bien et voulait même être leur ami. Yanpei s'est approché du personnage principal et a pointé son doigt vers l'avant. S'exclamant que les choses en qu'il allaient mal, le gars s'avança et sentit une multitude de scélérats armés derrière lui. Il y avait un énorme panda géant dans leur tête, et les monstres s'approchaient déjà de lui. Puis le blond a dit que puisqu'ils ne travaillaient pas ensemble, il devrait frapper en premier. Le gars a levé sa hache tranchante aussi haut qu'il le pouvait, au-dessus de sa tête, et a décidé de frapper. Le personnage principal a reculé dans le temps et le reste des monstres a commencé à s'approcher d'eux de plus en plus vite. Ils ont encerclé les garçons de tous côtés et ont commencé à libérer leurs griffes longues et acérées. L'homme aux cheveux blonds remarqua que Haoji était très doué pour esquiver et s'approcha de nouveau de lui. Le garçon s'est rendu compte, en regardant son adversaire, qu'il l'avait fait exprès et l'a traité de fou. Le gars s'est exclamé que les gens ne peuvent pas tuer des gens, mais si ce n'est pas une chasse directe, alors aucun point n'est escompté. Il lui a demandé s'il parlait correctement, et a recommencé à agiter son couperet au-dessus de la tête du protagoniste. Le garçon pensait, en regardant ce scélérat, que s'il mourait, les problèmes seraient inévitables.
Les masques sont tombés et s'ils ne meurent pas maintenant, cela ne mènera-t-il pas à une issue dangereuse? Les monstres approchaient de plus en plus vite, et le blond développa la maladie de la folie. Il a commencé à balancer son couteau sur l'énorme ours menaçant et vient-il d'utiliser une compétence? Un gars vraiment blond vient d'utiliser ses pouvoirs et s'est exclamé qu'il était tellement cool. Il s'est tourné vers le personnage principal et a dit qu'il avait beaucoup de chance car le maître était prêt à jouer. Il rit, attrapa son couperet et s'exclama en s'approchant des monstres que cette compétence était vraiment géniale. Le personnel fut très surpris lorsque le type commença à utiliser la maladie de la folie. Il s'exclama, brandissant un couperet, que cela correspondait parfaitement à son caractère et qu'il devenait fou. Pendant ce temps, Haoji a attrapé ses petites amies par les mains et leur a demandé de s'enfuir immédiatement. L'homme blond rit très fort et dit aux monstres qui apparaissaient devant lui qu'il les éviscérerait plus tard. Pendant ce temps, le personnage principal et les filles se retrouvaient dans un couloir. Le garçon expliqua qu'il y avait des employés dans la salle électrique et leur demanda de se taire. Nina le saisit par la manche et dit qu'elle voulait l'aider. Elle a expliqué qu'elle voulait essayer et qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour les autres. Le garçon sourit immédiatement en réponse et la regarda attentivement. Il la regarda avec un air surpris et interrogateur, et une souris s'assit sur sa main. Elle regarda attentivement cette souris, la rapprochant de son visage, et la souris la regarda également dans les yeux. Nina lâcha soudain la souris, et elle courut quelque part. Impei demanda à la jeune fille si elle pouvait communiquer avec les animaux. Haoji lui demanda également si elle était capable de contrôler les animaux. La jeune fille répondit que c'était probablement parce qu'elle les avait choisis. En entrant dans le parc d'attractions, elle a immédiatement compris comment contrôler les animaux. Une petite fleur les aiderait à explorer la salle de contrôle. Oji pensait que les caractéristiques évidentes de la bête ne s'étaient pas encore manifestées, et que lorsqu'elle atteindrait le niveau 10, les caractéristiques correspondantes apparaîtraient. Dossier Tarkok trans ou Sekra. Le garçon a expliqué qu'il avait vu la situation de ses propres yeux, que les restrictions légales disparaîtraient progressivement et que de plus en plus de gens comme ce fou apparaîtraient. Hors écran, il y aura aussi des situations où ils risquent de s'entretuer et ils devront être capables de se défendre. Les filles reprirent leurs armes et dirent qu'elles comprenaient. Pendant ce temps, 2 monstres apparurent derrière eux. Nina expliqua que la petite fleur indiquait la présence de 2 employés dans le bureau, à l'intérieur de la salle de contrôle. Yonpei demanda au protagoniste s'il n'était vraiment plus humain. Haoji lui conseilla de ne pas se forcer et dit qu'il pouvait s'en occuper seul. Il répondit qu'il le ferait. Nina prit une grosse clé à molette et, transpirant un peu, la serra contre elle. Les femmes coururent ensemble vers l'immense porte qui se trouvait devant elle, et le garçon les suivit. Il se demanda un instant s'il leur demandait trop tandis qu'il les regardait partir. Les filles s'étaient déjà lentement approchées de l'immense porte, et Nina regardait Yinpei avec peur. Elle rougit légèrement, couverte de gouttes de sueur, et sourit en regardant attentivement la porte. Après quoi, Yinpei s'est également approché de la porte et a commencé à l'ouvrir lentement. Regardant à l'intérieur, ils ont vu devant eux 2 employés qui n'avaient pas d'armes et qui leur tournaient le dos. Ils ont pris leur marteau et la fille pensait qu'ils n'étaient pas du tout des personnes, répétant cela encore et encore. Le protagoniste a dit à Yinpei que dans ce monde, les plus forts ont toujours survécu, tandis que les faibles luttent pour survivre, se retrouvant tout en bas de la société. Dans sa vie antérieure, il ne l'avait pas rencontrée immédiatement. Pourtant, elle s'efforçait de survivre seule. Il estime qu'elle n'est clairement pas du genre à être indécisionneuse ou à douter. Impei commença à s'approcher d'un des adversaires, et s'élevant au-dessus de sa tête, le frappa de toutes ses forces avec un marteau, puis elle frappa à nouveau et tenta de porter un coup puissant à l'ennemi. Il lui lança également un regard furieux et vide, et s'approcha de sa main, mais la jeune fille fut la première à serrer le poing, et son marteau vola haut au-dessus de sa tête. Jetant son marteau, elle s'approcha de son adversaire le plus rapidement possible et le frappa de toutes ses forces avec son coude dans la poitrine. Il y eut un éclair doré et l'homme s'envola très loin. La clé à molette vola vers le 2e ennemi et lui arracha une dent. Des griffes acérées jaillirent de ce monstre féroce. Nina a dit à sœur Yinpei qu'elle l'aiderait et a commencé à agiter sa clé. Le personnage principal est apparu de manière inattendue et a regardé attentivement tout un troupeau de souris devant lui. C'était un spectacle très effrayant, et de nombreux rats énormes brillèrent dans l'obscurité avec leurs yeux rouges maléfiques. Ils ont commencé à s'approcher de leurs adversaires et à les attaquer, les dévorant morceau par morceau. Yinpei serra les poings et brillait de rayons dorés brillants. Elle a commencé à utiliser ses capacités et le sang a jailli de la bouche de l'ennemi. Elle frappa l'ennemi en plein cœur maléfique et il commença à cracher de plus en plus de sang. La fille est restée debout avec les poings serrés et elle était très forte dans ce combat. Nina a également tué l'un des employés et ils sont restés près de ses corps. Les 2 filles ont reçu des points de récompense et ont été très surprises par ces points d'expérience. Yinpei s'assit soudain par terre, se tenant la poitrine et regardant avec surprise l'homme étendu sur le sol. Elle était très surprise de l'avoir tué.
Nina s'approcha de la souris et se pencha pour la caresser. Elle le remercia aussitôt pour son aide. Le personnage principal s'est approché des filles et leur a annoncé qu'il restait 15 minutes avant la fin du match. C'est un monde nouveau, une apocalypse perfide et meurtrière. Le garçon leur demanda s'ils voulaient rester ici ou venir avec lui. Son briefing s'achève ici, et il devrait en savoir quoi faire ensuite. Pour l'instant, il a du travail à faire. Inpei regarda le protagoniste avec un regard sévère et s'exclama qu'elle irait avec lui. Nina était également confiante et a répondu à Haoji qu'elle irait également avec lui. Le garçon pensait que la capacité de Nina était extrêmement importante puisqu'elle avait décidé de se cacher ici. Il pourrait arrêter de la protéger. Cependant, avec sa détermination, aider quelqu'un comme elle à s'épanouir en vaut la peine, et il pourrait moi-même devenir une famille. Puis le garçon tendit la main, et ils se touchèrent tous décidant de rester ensemble. Pendant ce temps, les mêmes événements se poursuivaient dans la rue, et le blond continuait à tuer des employés. Il se tenait déjà à côté du corps de la fille et tenait un couperet tranchant couvert de traînées de sang écarlate. Le gars pensait qu'il serait difficile de suivre les autres. Vu sa carrure, il avait tué plus de 10 personnes et était très fatigué. Les points peuvent être échangés contre des objets pour améliorer la constitution, et il ne reste que 10 minutes avant la fin, et il n'a pas encore eu le temps de s'amuser. Se pourrait-il que les souris soient en sortie de leur cachette, et que dans ce cas, le chat ne puisse pas rater une telle proie? Le personnage principal et ses assistants étaient déjà dans la rue, et combattaient les monstres méchants et moches qui les attaquaient entre. L'un des méchants s'était déjà approché de Haoji et voulait le frapper avec un couperet. Mais le garçon était très agile et, esquivant le coup, le frappa à la tête de toutes ses forces. 2 autres hommes se sont approchés de Inpei, révélant leurs épées tranchantes et froides. Mais la fille a attrapé une clé en métal et l'a balancée au-dessus de la tête de son adversaire. L'un d'eux s'est envolé très loin en arrière, tandis que la fille le frappait très habilement à la tête. Elle décida de l'achever et commença à le frapper à la tête de toutes ses forces pour être sûre. Nina a également bien géré ses adversaires grâce à sa capacité à communiquer avec les animaux. La fille a lâché de nombreux chiens prédateurs et vicieux sur les méchants, qui ont crié de douleur lorsque les chiens ont enfoncé leur croc dans leur cou. Oji a déclaré qu'à mesure que le niveau augmente, les étapes futures du jeu avec des monstres deviendront plus difficiles et généralement 1 ou 2 niveaux plus élevés que les leurs. Oji a déclaré que ce parc d'attractions est un tutoriel, les employés sont délimités et ils considéreront cette miséricorde de la part des développeurs. Nina sourit et dit qu'il en savait beaucoup. Le garçon expliqua qu'il jouait à des jeux et que les mécanismes et les règles suivaient les mêmes principes. Il n'y a qu'environ 200 employés dans tout le parc d'attractions, et les tuer tous équivaut à 10 000 points d'expérience et le niveau maximum est 10. Atteindre ce niveau est un gaspillage de ressources dans le village des débutants. Dans une vie antérieure, beaucoup n'ont découvert qu'en milieu de partie que défendre les autres, surtout les simples combattants désarmés, rapportait des points d'expérience supplémentaires. Le problème, c'est que après le milieu de partie, la difficulté d'en gagner devient astronomique. Si vous devenez un joueur de haut niveau dès le début du jeu, les possibilités sont extrêmement variées, ce qui est inacceptable pour les autres joueurs. Si seulement il avait lu attentivement l'intrigue du jeu dans sa vie antérieure, un héros est littéralement quelqu'un dont le travail consiste à sauver les autres et le monde. Quel ridicule vu le jeu qui vous force à tuer tout en visant à sélectionner des héros. Il a dit aux filles qu'elle savait déjà traquer les employés et que la prochaine chose qu'il allait leur dire était quelque chose dont elles devraient se souvenir. La plupart des joueurs sont des sauveurs du monde, ce qui implique d'aider les plus faibles. Il tentera de l'expliquer clairement et succinctement, sans ambiguïté. Tuer des employés rapporte des points d'expérience, mais le sous-entendu est clairement de sauver des gens. La description de la mission le suggère également, avec le personnel de la Vallée du Bonheur à la recherche de touristes, vont-ils se cacher ou riposter? Et comment survivront-ils? Qui se demande comment ils survivront sans être contraints à quoi que ce soit? Leur survie est donc un choix personnel, il peut les protéger pendant la partie, mais il y aura certainement des parties à venir où il ne sera pas de leur côté et où ils devront progresser rapidement. Autre chose, tuer directement sa propre race, ce qui entraîne une déduction de points. Tuer d'autres races n'ajoute ni ne soustrait de points. Il n'eut pas le temps d'expliquer pourquoi. Alors il lui demanda simplement de se souvenir du résultat. Inpei répondit au garçon qu'elle comprenait tout. Nina dit qu'elle aussi avait confiance en son jugement. Et ainsi le personnage principal a attrapé son arme et a commencé à se précipiter vers ses adversaires, appelant les filles à le suivre. En chemin, il frappa l'un après l'autre et leur demanda de ne pas traîner, mais plutôt de courir en avant. Les filles n'étaient pas en reste non plus, et elles frappaient l'une après l'autre avec leurs poings, de plus en plus forts. Les animaux continuèrent de mordre le cou de leurs adversaires, et ils criaient d'horreur et de douleur tandis qu'ils saignaient. Les garçons continuèrent à se battre contre leurs adversaires maléfiques, quand soudain un homme a commencé à s'approcher d'eux. Il s'exclama que c'était impressionnant et qu'il pensait qu'ils se cachaient là, sans jamais quitter leur abri. Il était de niveau 6 et possédait 5600 points d'expérience.
L'homme blond expliqua en souriant qu'il les observait depuis un moment. Il demanda à Enina si elle n'était vraiment pas humaine. De quoi avoir peur? Ce sont tous des joueurs et ils devraient s'entraider. Il se lécha les lèvres et rit, serrant son arme. Il s'est accroché à la fille et lui a dit qu'il ne restait que 5 minutes avant la fin du match. Il n'arrêtait pas de rire et de dire qu'ils avaient un peu tous peur. Les deux adultes comptaient-ils protéger cette petite fille? Il demanda à la jeune fille de voir la lâcheté de ses camarades. Il lui demanda de le rejoindre puisqu'il était le maître. Est-elle vraiment si effrayée qu'elle reste si silencieuse? La partie sera bientôt terminée et il ne lui manque que 5 points. Même si des points sont calculés pour tuer d'autres races, cela n'a pas d'importance. Il s'approcha d'elle, riant toujours terriblement, mais elle le regarda dans les yeux avec un grand courage. Elle se leva et pointa son doigt dans sa direction, et son œil brillait d'une lumière sanglante et brillante. Le blond pensait qu'elle était folle parce qu'elle utilisait des chiens sauvages pour attaquer. Était-ce vraiment son aptitude à jouer à la maison avec les petits animaux? Soudain son regard changea et une sueur froide commença à perler sur son visage. Il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, et ses chiens, se préparant au combat, se sont précipités vers lui. Le gaz aux cheveux blonds a commencé à crier d'horreur lorsqu'un des chiens l'a mordu à la main. L'homme s'exclama que c'était tout simplement impossible, et qu'il était déjà niveau 6. Il avait 56 employés tués à son actif. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et demanda ce que ses chiens en colère allèrent lui faire. Son regard changea et il commença à ramper. Aoji expliqua que tout ce qu'il prévoyait de faire à Renina, il le ferait à lui, ce qui était évident. Le garçon commença à nier, affirmant qu'il n'avait rien prévu. Sa priorité était de les aider. Le personnage principal écoutait attentivement le gâteau aux cheveux blonds et le regardait sévèrement. Le type n'arrêtait pas de les supplier de le laisser partir, disant que s'ils le tuaient, ils perdraient des points, ils étaient tous humains et leurs meurtres étaient illégaux. Ojifi remarquait qu'il connaissait parfaitement cette règle, et demanda comment il la connaissait. Peut-être en l'ayant apprise en tuant quelqu'un. Renina fit remarquer qu'il avait dit que tuer quelqu'un de sa propre race serait considéré comme une infraction contre une autre race. Le garçon aux cheveux blonds s'est exclamé qu'il ne voulait pas mourir et a dit qu'il s'améliorerait certainement. Il s'agenouilla devant eux et continua à implorer leur pitié. Le protagoniste le saisit par la peau du cou et s'exclama qu'il avait eu de la chance cette fois-ci. Puis le garçon commença à remercier Aoji en larmes, des perles de sueur froide brillant sur son visage. Le garçon expliqua ce qu'il voulait dire. Il avait une chance de ressusciter. Le tuer était un destin trop facile. Lorsque le blond entendit cela, il fut sérieusement effrayé et des gouttes de sueur apparurent à nouveau sur son visage. Il a seulement demandé à attendre et a dit que la prochaine fois, il veillerait à sa mort rapide et qu'il ne serait même pas enterré. Oji sourit et dit qu'il attendrait que le gars le tue. Nina se tenait devant les gars et autour d'elle il y avait des chiens en colère. En colère. Soudain, elle leva la main et donna l'ordre d'approcher l'ennemi. Les gars qui ont participé au jeu ont regardé cela et ont fermé les yeux de peur. Dent pour dent, œil pour œil, le complexe du sauveur n'apporte que des ennuis, et il a appris cette leçon dans une vie antérieure. Tuer même un membre d'une autre race n'est pas chose facile pour lui. Cependant, la clémence n'est accordée qu'à ceux qui la méritent. Tuer des employés, aider à tuer, protéger les faibles et les joueurs, encadrer de nouveaux joueurs, et le personnage principal gagne beaucoup d'expérience pour cela. Le jeu s'est terminé et le système a félicité le chasseur de platine pour avoir survécu au jeu. Le compte à rebours des récompenses a commencé et il a reçu 1 tonne de points pour avoir terminé la mission de base. Le compte à rebours pour les récompenses supplémentaires a commencé. Pour les sauvetages actifs, vous recevrez le titre d'assistant. 5 points sont attribués pour un mentorat réussi et vous recevrez le titre de modèle. Une récompense de 2 points pour la compréhension approfondie du prologue du jeu est également activée, ainsi qu'un talent de haut niveau. Après la mort d'un adversaire, vous devez toucher sa peau pour débloquer la compétence, une compétence entièrement reproductible, et avec l'amélioration, sa cultivation était possible. Aoji se demandait s'il devait l'essayer. Il commença à marcher vers le cadavre du blond et à tendre la main vers son visage. Copie de la compétence folie au niveau 5, description de la compétence. Elle ajoute l'effet berserk et 5% de cet effet. Les garçons survivants ont crié que c'était enfin terminé. La fille survivante a dit avoir failli mourir. Le protagoniste réfléchit à son échec à sauver tout le monde, un par un. Mais si la ville du futur est un jeu, il y a forcément des développeurs et des patrons derrière. Il trouvera certainement ces méchants et les tuera en sacrifice. Jinpei expliqua au garçon qu'elle était actuellement au niveau 7. Outre la récompense de base de 5 points, elle en avait 3 supplémentaires et elle se demandait quoi en faire. Nina lui expliqua qu'elle était au niveau 6 et qu'avec la récompense de base de 5 points, elle n'en avait plus que 7. Aoji répondit qu'il devait d'abord échanger tous ces points supplémentaires contre de l'expérience lors de la prochaine partie et qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter. Une fois connectés, la difficulté serait ajustée. Ils utiliseront ce bug pour terminer les jeux efficacement et en toute sécurité, et gagner ainsi davantage de récompenses. Jinpei sourit et dit qu'elle avait également acquis une nouvelle compétence.
Oji a dit à la fille qu'elle lui faisait trop confiance. En parler à tout le monde n'est pas la meilleure stratégie. Les récompenses sont des compétences secrètes, et il n'est pas nécessaire de les révéler à tout le monde, sauf aux membres du clan. Il ne s'attendait pas à une telle chance de la part de la jeune fille. Cette compétence était-elle une récompense dès le début du jeu, ou était-ce tout autre chose ? Peut-être que quelqu'un orchestrait tout en coulisses, et que quelqu'un s'était pris d'affection pour elle. Nina, avec joie, demanda à rejoindre le clan et demanda si elle pouvait rejoindre le sien. Oji répondit que c'était assez facile. Si elle était sûre de vouloir rejoindre son clan, il lui enverrait une invitation, et elle n'aurait qu'à accepter. Cependant, il pensait qu'elle devait être plus prudente, et que la force du clan était cruciale, influençant grandement son développement futur. Yin Pei a déclaré qu'elle souhaitait rejoindre son clan, non seulement parce qu'il l'avait aidée, mais aussi grâce à Wutong. Huning a également ajouté que, malgré sa faiblesse, elle souhaitait rejoindre son clan. Le personnage principal se trouvait devant un écran bleu et commençait à appuyer dessus avec son index. Il était question de créer un clan ou non. Un chasseur de platine invitait des filles à rejoindre le clan, et la demande devait être acceptée ou rejetée. Aoji leur a demandé de se dépêcher, car l'emplacement du parc d'attractions avait été déterminé, mais la police arriverait bientôt après avoir été informés de l'attaque. S'ils étaient interpellés, qui sait quels ennuis les attendaient. Il a expliqué que les gens ne réalisent pas encore que le jeu se fond progressivement dans la réalité. Certaines règles sociales sont encore respectées. Ce qu'il craint le plus, c'est l'apparition de missions de jeu en leur absence. Ils font désormais partie d'un clan et les missions peuvent être accomplies en solo ou avec le clan. Certaines missions ne peuvent être accomplies qu'en solo et non avec un clan. Nina dit au garçon que son niveau était plus élevé que le leur et lui demanda quel niveau déterminait la difficulté de la mission. Le garçon répondit que si la différence de niveau entre les membres du clan est inférieure à 5, le système sélectionne automatiquement un niveau intermédiaire pour déterminer la difficulté de la mission. Pour les membres de haut niveau, cela impacte négativement l'expérience de farming. En revanche, les membres de bas niveau acquièrent de l'expérience plus rapidement. Nina s'exclama que tout était clair et que cela ressemblait beaucoup aux paramètres du jeu, et demanda ce qu'il devait faire ensuite. Aoji expliqua que les missions du jeu apparaissent souvent tôt et que les membres du clan devaient donc collaborer. Yin Pei a demandé d'un ton légèrement effrayé si tout irait bien avec Wutong. Le garçon répondit qu'il l'avait appelée à son retour, elle n'avait pas encore rejoint le jeu, il n'y avait donc aucune raison de craindre pour sa sécurité pour le moment. Yin Pei dit que c'était très bien et qu'elle appellerait également ses parents pour prendre de leurs nouvelles. Soudain, un type est apparu et a demandé au personnage principal comment il pouvait draguer des filles dans son dos. Lorsque l'homme a serré la fille dans ses bras, il a demandé avec surprise s'il la courtisait vraiment. Aoji a répondu à son camarade que les deux étaient un membre de son clan, et lui a demandé de quoi diable il parlait. Lee Hai serra la tête et dit qu'il plaisantait et se présenta comme le meilleur ami du protagoniste Lee Hai. Il pensait donc que son niveau était incroyablement élevé, surtout en si peu de temps. Il n'était en que niveau 8 et lui demanda d'ouvrir l'invitation du clan et de laisser entrer son père. Aoji répondit qu'il lui avait dit de lire les instructions du jeu, mais qu'il n'avait pas écouté. C'est pour ça qu'il progresse si lentement. Le gars m'a demandé d'arrêter de parler et m'a dit qu'il voulait vraiment rejoindre son clan. Aoji lui demanda de ne pas le serrer si fort. Le chasseur de platine l'invita à rejoindre son clan et il accepta d'un geste brusque. Liei a expliqué qu'il était un guerrier de la race humaine et qu'à partir de maintenant, il protégerait bien les jeunes filles. À ce propos, ce jeu est étrange, et après la fin, le lieu n'a pas disparu. Aoji a demandé s'il venait juste de réaliser que le jeu était étrange et s'il avait remarqué que l'univers du jeu absorbait la réalité. Liei fut surpris et expliqua que cela signifiait que tout le monde deviendrait joueur à l'avenir. Aoji expliqua qu'au début, il fallait trouver des moyens de progresser rapidement et d'obtenir diverses récompenses. Il demanda combien de temps s'était écoulé entre ces deux missions. Lorsque le garçon expliqua qu'environ 2 heures s'étaient écoulées, il comprit tout et suggéra d'aller manger un morceau. Ils se reposeront quelques heures, puis recommenceront une nouvelle partie. Et maintenant, plusieurs heures se sont écoulées. Lia était très content et se tenant le ventre, il s'exclama qu'il avait bien mangé et bu, ce qui signifiait qu'ils étaient en vie. La mission se déroule sur la 3e ligne de la station de métro Chasse aux zombies. L'objectif est de survivre à nouveau dans un délai de 8 heures, la récompense est de 8 points, et un échec rapporte également 8 points. Un virus zombie apparaît soudainement sur une ligne de métro, et il est l'un des passagers, il doit tenter de survivre et d'aider le plus de personnes possible. Les filles, surprises de par cette mission de survie, ont été invitées à choisir un clan. Aoji expliqua que c'était la première mission du clan et proposa de les accompagner. Les zombies ravageaient le monde. En héros, ils devaient donc en détruire le plus possible. La description de la mission donne un indice. Aider les gens pourrait être la clé de récompenses supplémentaires. Le garçon pensait qu'il s'agissait d'une instance zombie et que les monstres étaient probablement de niveau 6 à 8. Le niveau de Huning était assez bas pour cela.
Il dit à son camarade que son niveau était très bas et lui demanda de la protéger. Lee-Hai lui dit de ne pas s'inquiéter. Nina était un peu contrariée par son bas niveau et rougit d'inquiétude. La fille s'exclama qu'elle les rattraperait certainement. Lee-Hai lui expliqua, l'appelant « petite », que parfois il n'était pas honteux de s'appuyer sur les adultes. Alors la fille devint encore plus en colère et rougit, et commença à reprendre son souffle pour ne pas être encore plus en colère, et maintenant, il ne restait plus que 10 minutes avant le début du jeu. Le garçon s'approcha de la machine et inséra une carte. Lorsqu'il glissa la carte devant lui, il y avait une variété de boissons et de collations. Il tendit une bouteille d'eau à son ami et lui demanda de les lui apporter. La mission durerait 8 heures, et il serait impossible de boire de l'eau dans le métro. Il ne restait que 2 minutes avant le début du match. Lee-Hai demanda à la fille ce qui n'allait pas avec son visage et pourquoi il était vert. Nina expliqua qu'elle avait peur des zombies et qu'elle espérait ne pas se transformer en zombie. Le garçon, tenant son menton dans sa main, a dit que ce serait probablement similaire et que c'est ainsi que beaucoup perçoivent les zombies. Il restait 10 secondes avant le début du match et les garçons étaient préparés à l'inattendu. Le gars tenait une valise dans ses mains et marchait d'une manière étrange. Après quoi, il a jeté la valise juste devant un train de banlieue lancé à toute vitesse. Il ne restait qu'une seconde avant le début du match. L'homme a de nouveau commencé à s'approcher directement de la voie sur laquelle roulait le train électrique. Une fille apparut derrière lui, tenant un enfant dans ses bras. Elle demanda à l'homme s'il allait bien et lui recommanda de faire attention. L'homme est resté debout, dos à elle, sans répondre à la jeune fille, mais a simplement regardé au loin. Mais soudain, il tourna la tête et ses yeux brillèrent d'une lumière rouge sanglante, et une longue langue effrayante sortit de sa bouche. La fille s'y était couverte de gouttes de sueur, et quand elle a vu que quelque chose arrivait à sa tête, elle a eu très peur. L'homme se tourna vers elle et commença à s'approcher. Elle lui demanda ce qu'il faisait et lui demanda de ne pas s'approcher. Mais le gars a commencé à s'approcher d'elle le plus rapidement possible et a voulu attaquer la fille. Il n'a pas eu le temps de le faire car le personnage principal est apparu en premier et a bloqué son cou avec son pied. Le zombie s'est envolé très loin, juste sous le train électrique qui roulait à toute vitesse, et le sang a coulé tout autour du train électrique et des voies ferrées. OG s'est tourné vers la fille et lui a demandé de ne pas demander pourquoi. Elle avait juste besoin de courir dehors. Elle lui obéit aussitôt et, saisissant son enfant, s'enfuit. Le garçon, l'observant, espérait qu'elle parviendrait à s'échapper. Ses camarades apparurent derrière lui et Lee-Hai l'appela alors qu'il s'approchait. Le personnage principal regarda attentivement ses amis et dit que la transformation en zombie avait commencé. Les gars s'attendaient à ce que le match commence maintenant et qu'il ne serait bien sûr pas meilleur que le précédent. L'un des participants a demandé ce que l'homme venait de faire et si quelqu'un avait été tué. Le deuxième s'est exclamé qu'il semblait que quelqu'un avait été touché. Pourquoi y a-t-il un brouillard blanc à l'intérieur? Serait-ce vraiment du désinfectant? Avant qu'il ait pu finir de parler, quelqu'un s'apprêtait à partir. Ce n'étaient pas seulement des gens, mais des zombies sanglants qui s'approchaient d'eux. Le personnage principal s'est exclamé en regardant son camarade que des zombies arrivaient et leur a demandé de se préparer. Les garçons étaient donc prêts, saisissant leurs haches et leurs couperets bleus tranchants. Les filles approchèrent également, impatientes d'attaquer. Les zombies se déplacèrent de plus en plus vite vers nous et leurs yeux brillaient d'une lumière sanglante. OG avait déjà tué l'un d'entre eux et avait reçu 400 points d'expérience de cette bataille. Il a continué à tuer des zombies les uns après les autres et à obtenir de plus en plus de points d'expérience. Les filles ont également combattu et tué ces monstres maléfiques, et Eunning n'était pas en reste et les animaux l'ont aidé. Les gens ont commencé à crier et à appeler à l'aide alors que les zombies se rapprochaient tant de plus en plus d'eux. Les portes s'étaient enfermées et les garçons ont commencé à frapper, suppliant qu'on les laisse sortir le plus vite possible. Ils ont crié qu'il y avait des monstres ici, et ont de nouveau demandé d'ouvrir la porte immédiatement. Étaient-ils vraiment devenus complètement fous? Pourquoi avaient-ils même fermé cette porte? L'un des garçons tourna la tête et s'exclama qu'ils étaient vraiment déjà en route. La fille s'est également enfuie et a crié à propos des monstres qui arrivaient là. Les larmes aux yeux, dehors ils savent déjà ce qui se passe ici et la porte du métro est malheureusement verrouillée. À l'avenir, de nombreuses personnes ordinaires qui n'ont pas pu s'échapper seront très probablement transformées en zombies. Si le joueur était transformé en zombie, ce serait un énorme problème, et il continuerait à se battre. Le personnage principal avait déjà tué de nombreux zombies, et, serrant son cou avec sa main, regardait attentivement ce qui se passait. Il décida qu'il serait préférable de régler rapidement les problèmes afin de pouvoir rencontrer Wutong. Les gens dehors ont demandé ce qui se passait là-bas. L'un d'eux a répondu qu'il parlait de monstres. C'est tout à fait vrai, et n'a-t-il pas remarqué que quelque chose d'étrange se produisait partout ces derniers temps? Il reste 1 heure avant la fin du jeu. Le personnage principal avait déjà tué de nombreux monstres et se tenait debout, le pied sur l'un d'eux, essuyant la sueur de son visage.
Soudain, un autre zombie a commencé à s'approcher de lui et il a entendu un bruit près de son oreille. D'un mouvement adroit de la main, il saisit le monstre par le visage, le repoussant en arrière. Le garçon a jeté le zombie au sol et a commencé à le frapper si fort que le sang a volé dans toutes les directions. Lee S exclama qu'il les tuait, vague après vague, mais les zombies réapparaissaient tant sans cesse et le temps pressait. Yin-Pei mentionna que de nombreux joueurs avaient déjà été tués. Le garçon pensa que les joueurs avaient en 2 vies et que la première fois qu'ils mouraient, ils ne se transformaient pas en zombies comme les gens normaux. Cela élimine bien des problèmes. Cependant, il est tout à fait possible de survivre 8 heures simplement en tuant des zombies ordinaires. Et c'est trop facile. Il faut une surprise juste avant la fin. Soudain, l'un des gars s'est exclamé que leur monde touchait à sa fin et qu'il y avait vraiment des zombies partout dehors aussi. Lehigh a dit à son frère qu'il avait probablement regardé trop de films de zombies. Mais il avait raison. Et ce monde touchait vraiment à sa fin. L'un des garçons leur a demandé s'ils pouvaient les protéger. Il ne voulait pas mourir et ne voulait pas devenir un zombie. L'autre a expliqué que sa femme et ses enfants l'attendaient à la maison et qu'il ne voulait pas mourir. La fille en a dit qu'elle avait très peur et leur a demandé de la sauver. Yin-Pei a déclaré que tant que chacun obéirait aux ordres, il ferait lui tout leur possible pour assurer leur sécurité. Elle a demandé à tout le monde de se calmer et a annoncé que le jeu se terminerait bientôt. Puis l'un des garçons lui a demandé si elle appelait ça un jeu. La fille a répondu que c'était difficile à expliquer et qu'il comprendrait tout plus tard. Puis le type ne s'est pas calmé et a dit que ces monstres étaient apparus de nulle part et qu'il pouvait les combattre. Peut-être n'étaient-ils que des cobayes qu'ils avaient créés. La fille regarda le gore tristement et dit au monsieur qu'il s'était trompé et que ce n'était pas vrai. Hoji dit à l'homme que s'il était si inquiet, il pouvait s'en occuper tout seul et demanda à la jeune fille de lui laisser la place. Le garçon lui demanda alors ce qu'il disait, et s'il était responsable de tout cela, il devait en assumer l'entière responsabilité. Il s'est tourné vers les gens autour de lui et leur a demandé de le soutenir, car c'est exactement comme ça que ça se passe. Les hommes autour d'eux se regardèrent et fixèrent l'homme en silence. Lehigh sourit et lui dit qu'il semblait être le seul à être fou. L'homme leur demanda alors s'ils n'avaient pas peur d'être détruits, et leur demanda de s'unir rapidement. La fillette qui tenait l'enfant dans ses bras lui demanda s'il pouvait les protéger. Le garçon ne savait pas quoi dire et se contenta de les fixer du regard. Hoji a expliqué qu'un scélérat comme lui allait tôt ou tard tout ruiner. Pour que les autres ne souffrent pas à cause de lui, il devait partir. Il n'est pas cruel cependant, et s'il veut survivre, il n'a qu'à se taire. Puis le type a souri et a dit qu'il ne s'en prendrait pas à lui. Et alors qu'il restait une demi-heure de jeu, Henina a demandé à son frère s'il avait remarqué que les zombies semblaient avoir cessé d'apparaître. Le garçon répondit que c'était vrai, mais leur demanda de rester vigilants. Il regarda l'écran pour voir combien de zombies avaient été tués et combien d'expérience il avait gagné. Le clan avait terminé un donjon et l'expérience avait été partagée. Plus le niveau est élevé, moins vous gagnez d'expérience, mais il y a toujours des zombies ici. C'est assez pratique et vous pouvez simplement rester sur place et battre ces scélérats. Avant qu'ils puissent penser à cela, des zombies ont commencé à ramper, détruisant les pierres autour d'eux et leur arrachant la langue. Ils étaient très effrayants, et leurs yeux brillaient à peu de vide et de sang, et leur langue s'était longue et méchante. Les zombies ne ressemblaient pas à des gens, mais étaient en bonne santé et gros comme des crapauds verts. L'un des garçons s'exclama que c'était impossible, et qu'ils affrontaient un monstre d'élite. Le second dit qu'ils n'avaient plus de force et que c'était la fin pour eux. Le protagoniste disait que c'était la dernière vague, et que s'ils abandonnaient maintenant, ils gâcheraient leur chance de survie. De plus, ce soi-disant monstre d'élite n'était que de niveau 10 et n'avait rien à craindre. Honina s'exclama que ce monstre était vraiment laid. Lehigh lui demanda pourquoi elle s'adressait à lui avec autant d'insistance. La jeune fille répondit qu'elle ne parlait pas de lui, mais plutôt que ce gros homme était vraiment laid et qu'elle avait peur. Lehigh répondit que tant qu'elle ne le grondait pas, tout irait bien. Si elle avait peur, elle devrait prendre ses hommes et protéger tout le monde. Il lui demanda de lui laisser le grand gaillard. Nina pensait qu'elle était inutile et parlait aussi comme si elle voulait rattraper tout le monde. La fille serra le poing et décida qu'elle avait peur des zombies depuis son enfance, et des larmes commencèrent à briller dans ses yeux. Les garçons ont décidé d'attaquer et ont pris leurs armes pour affronter les zombies maléfiques. Devant eux se trouvait un zombie glouton géant, et c'était vraiment un monstre d'élite. Il s'est approché des autres et a commencé à leur mordre la tête, et beaucoup de sang a volé dans différentes directions. Les gars ont remarqué que ce monstre absorbe ses congénères. Une telle mécanique existerait-elle vraiment dans le donjon ? Le système a indiqué aux chasseurs de platine que le géant ne pouvait pas être autorisé à poursuivre son acquisition et qu'il était nécessaire d'examiner les indicateurs en croissance rapide. Il s'avère que le panneau système peut être utilisé de cette façon, mais mon ami s'est exclamé que ce n'était pas le moment de l'étudier. Lehigh a dit qu'il trouverait un joueur sachant utiliser le feu et qu'il brûlerait tout. Hoji leur a demandé d'agir séparément. Son camarade a demandé qui possédait des compétences d'attaque basées sur le feu. L'un des gars avec des lunettes qui tenait un téléphone dans ses mains a dit qu'il avait choisi le mage du feu.
L'IA expliqua que tous les cadavres, humains ou zombies, devaient être réduits en cendres. Il demanda au garçon s'il comprenait, et il répondit que la combustion prendrait beaucoup de temps. L'IA a alors demandé s'il ne pouvait pas voir que ce géant augmentait son niveau lorsqu'il mangeait. Il commença à tuer l'un après l'autre, et s'approchant du géant, il demanda qui d'autre pourrait le combattre. L'un des gars lui a demandé qui il était, l'autre a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'il était plutôt cool, et il a décidé d'y aller. Le camarade a demandé s'il pouvait définitivement tenir tête au patron, et il ne savait pas quoi faire alors que le gars s'approchait déjà du gros homme. Le monstre effrayant et maléfique avait déjà tendu la main vers le garçon lorsque le personnage principal est apparu derrière lui. Lorsqu'il l'a frappé à la tête avec son poing, il s'est exclamé avec frustration qu'il ne tombait pas, et qu'il devait d'abord percer la défense. L'IA sourit et dit à son camarade que percer la défense était sa compétence de prédilection. L'IA entretenait une nouvelle relation avec les femmes, et elle était plutôt positive. Il avait beaucoup confiance en lui et toutes ses qualités s'étaient améliorées. Il s'était déjà approché du monstre et l'avait frappé de toutes ses forces avec son arme. Cette condition augmente également ses statistiques, et son expérience en donjon est exceptionnelle. Ses amis lui ont demandé si c'était un surnom pour l'ami d'une femme. L'IA a demandé pourquoi c'était impossible, et au début il a pensé qu'il serait possible de le changer. Alors il a trouvé quelque chose au hasard. Le protagoniste a conseillé à l'ami de la femme de se méfier des agissements du patron. L'IA lui a demandé s'il pouvait arrêter de crier son surnom si fort. Oji sourit et répondit à l'ami de la femme que c'était bien et qu'il le comprenait, rendant son camarade encore plus en colère. Pendant ce temps, le monstre vert maléfique s'approchait déjà d'eux et détruisait tout sur son passage. Les pierres volèrent dans toutes les directions et Lehigh sauta en l'air et esquiva de justesse le coup. Il s'est exclamé qu'il était si facile de percer la défense et a immédiatement ri. Les bases de l'exploration de donjon. Briser l'armure, infliger des dégâts, concentrer les attaques sur le boss. Ils n'ont pas joué à des jeux ? Le système leur a demandé d'arrêter de discuter et de se concentrer sur l'objectif principal, tuer des monstres et gagner des niveaux. Les garçons ont commencé à attaquer à nouveau ce monstre maléfique et à le frapper de tous les côtés. Soudain, le monstre vert attrapa l'un des garçons et le frappa de toutes ses forces sur les rochers. Le gars le voyait avec des lunettes, portait quoi à dire qu'il n'aurait pas le temps parce qu'il y avait trop de cadavres. Le protagoniste a demandé à Yinpei de frapper ce monstre au cou et lui a expliqué que c'était son point faible. Puis la fille s'est tournée vers le garçon et lui a demandé quel genre d'absurdité c'était. Et le garçon sourit et dit qu'il avait oublié son surnom. La phare commença à s'approcher de plus en plus vite du monstre maléfique pour frapper. Elle était déjà proche de sa tête, et les yeux du monstre brillaient d'une lumière sanglante et brillante. Yinpei était déjà près de sa tête et serrait les poings en s'approchant de lui de près. Il y eut un puissant éclair de lumière dorée lorsqu'elle le frappa au cou avec son coude. Soudain, le monstre chancela et tomba face contre terre sur les rochers. La fille se tourna dans sa direction et, souriant, dit au chasseur de platine que son nom était Batsy. Le garçon répondit alors qu'il se souviendrait certainement de son surnom désormais, et il ne restait plus qu'une minute avant la fin du donjon. L'Irè n'a pas lâché sa hache et a dit qu'il n'avait presque plus de force. Il y avait déjà plusieurs zombies énormes et en bonne santé, et ils s'approchaient d'eux de plus en plus vite. Le personnage principal a déclaré qu'ils avaient dit presque terminer le donjon. Le long donjon a été nettoyé et les résultats du long donjon sont en cours de calcul et les données sont en cours d'analyse. Échange d'expérience. 7 points ont été dépensés, 7000 points d'expérience ont été gagnés et 105 zombies ont été tués. L'expérience gagnée s'élevait à 30 500. Le protagoniste regarda attentivement la table et pensa que tout était plus rapide que dans sa vie passée et qu'il avait atteint le niveau 20 et qu'il pouvait désormais choisir lui-même les donjons. Ensuite, vous devez farmer uniquement dans les donjons où des objets clés peuvent être obtenus, ce qui vous permettra sans aucun doute de vous démarquer des autres. L'avantage informationnel est l'arme la plus puissante. Le garçon gagna le titre de stratège pour son commandement décisif et reçut une récompense de 4 points. Son deuxième talent commença à être utilisé. Toucher un ennemi confère une compétence et le boss est considéré comme un ennemi. Il a donc décidé de l'essayer sur le gros. Haoji a acquis la compétence Explosion, qui fait exploser les cadavres dans un rayon d'1,5 m. Cette compétence pour éliminer des groupes de monstres est tout simplement divine. Il suffit d'en tuer un, de le jeter au milieu d'une foule de monstres et cela crée une réaction en chaîne d'explosion. Le garçon trouva le résultat plutôt réussi. Lehigh a dit que tout était déjà terminé et pourquoi il n'était toujours pas sorti. Aoji a expliqué que l'entrée principale était définitivement entourée de personnel et de police, et s'il sortait là-bas, il serait certainement arrêté pour un interrogatoire, et il serait préférable de passer par le tunnel. Les filles ont demandé au personnage principal s'il connaissait le chemin, et il a répondu que non. L'IA espérait qu'il ne serait pas encore parti et que le donjon serait déjà mis à jour. Aoji répondit que cela n'arriverait pas si vite. Le tunnel mènera certainement à la station suivante, où vous pourrez immédiatement changer de ligne et descendre. Quelle est la prochaine station de la ligne 4 et quel est son nom? Nina s'est tournée vers le protagoniste et a dit que c'était la gare de Nanjing.
Aoji dit à la fille que cette route était bonne, puis elle lui demanda ce qu'il y avait dessus. Les garçons voyageaient en train et Aoji leur a demandé quel était leur niveau actuel. Quand tout le monde lui a annoncé son niveau, Henina a dit, contrariée, qu'elle n'était qu'au niveau 15. Le garçon demanda à In-pei d'aller d'abord à l'hôpital et de l'y attendre. Il craignait que Wutong ne s'inquiète en apprenant la nouvelle, et il viendrait immédiatement après le donjon. Oji a demandé à son ami de l'accompagner et lui a dit d'aller directement au dortoir ensuite. Lihai lui a demandé ce qu'il prévoyait. Le personnage principal a ensuite expliqué à son ami qu'il voulait exploiter des donjons seul. Lihai a été très surpris et a demandé si le système ne devrait pas attribuer de tâches. Aoji a expliqué qu'après le niveau 20, certains donjons deviennent accessibles aux joueurs indépendants. Ils devaient attendre d'avoir atteint le maximum des donjons de clan, tandis qu'eux devaient simplement attendre qu'ils montent de niveau. Lihai était très surpris d'avoir atteint un tel niveau. Aoji leur a expliqué que c'est ce qui arrive quand on ne voit pas les choses dans leur ensemble, et il leur a demandé d'attendre de bonnes nouvelles de sa part. Devant nous se trouve l'un des centres commerciaux de Nanjing Road. Le garçon dit qu'il se souvient. Tu sors du drap et à gauche se trouve la chambre du nettoyeur. C'est le donjon caché et il commença rapidement à ouvrir la porte du couloir. Un donjon de niveau 18, territoire des loups de glace. L'expérience d'un seul monstre est faible, mais les groupes de monstres se propagent rapidement. Il vous suffit de tondre sans arrêt et avant la fin du donjon, vous pourrez récolter une tonne d'expérience et de drops. Le garçon se déplaçait plus vite et plus loin dans la neige froide et vit des loups clous blancs, comme neige devant lui. Il avait un poignard en acier dans sa main, tranchant et puissant, et un point pour cela. Il sauta aussi haut qu'il le pouvait et commença à utiliser le talent de classe d'assassin dispositif caché. Il s'était déjà approché d'un des loups blancs comme neige et celui-ci le regardait avec peur. Le garçon sortit son couteau bien aiguisé et poignarda le loup dans le cou de toutes ses forces. Quand l'un des loups tomba dans la neige, les autres le regardèrent avec peur et commencèrent à s'enfuir. Le personnage principal s'arrêta devant eux et, souriant, leur demanda de ne pas se précipiter pour partir. Les loups commencèrent à s'approcher de lui pour se protéger, et leurs crocs blancs comme neige brillaient aussi fort que la neige. Le garçon les regarda avec un sourire et attendit une attaque pour pouvoir s'en occuper le plus vite possible. Il a avancé sa main et a commencé à utiliser la méthode d'explosion aussi vite que possible. En effet, il y eut une puissante explosion et des rayons de feu brillants scintillèrent autour du loup mort et de tous les autres. L'explosion a fait sauter les loups très haut dans les airs et les a dispersés dans différentes directions. Aoji a déjà tué de nombreux animaux et plus, et a gagné beaucoup de points d'expérience. Il a regardé attentivement le tableau et a vu un nombre incroyable de points. C'était comme s'il y avait une route bleue devant lui et il continuait à tuer. Seuls les cris et les grognements des loups blancs comme neige pouvaient être entendus alors qu'ils tombaient, ensanglantés sur la neige blanche. Le garçon gagnait de plus en plus de points d'expérience et continuait à tuer des animaux. La neige devenait d'un blanc sanglant à chaque meurtre, et le garçon capturait des cibles les unes après les autres. Il y eut une autre énorme explosion lorsque le garçon fit un geste de la main sur le côté. L'explosion était tout simplement incroyable, et les pierres ont commencé à voler dans différentes directions. En sautant vers le haut, plusieurs heures s'étaient écoulées et le protagoniste observait attentivement la table. Il avait accumulé une tonne de points et d'expérience, et son niveau était passé à 26. Le chronomètre était réglé sur 1 heure et le patron était déjà arrivé. Le garçon attendait. Devant lui se tenait un immense et magnifique chef de meute, le loup Alpha, blanc comme neige et puissant. Le protagoniste ouvrit grand les bras et s'exclama, impatient d'être arrivé juste à temps. Il commença à utiliser la race secrète des dragons. Aujourd'hui, il était venu ici pour 2 raisons. Premièrement, pour acquérir de l'expérience, et deuxièmement, personne ne le dérange ici. Il s'est approché de l'énorme loup et s'est exclamé qu'il avait hâte de monter de niveau. Le personnage principal a commencé à utiliser la race de dragon, après quoi toutes les caractéristiques ont doublé, et maintenant, l'immense chef des loups combattait déjà son adversaire de manière de plus en plus perfide et cruelle. Le garçon porta coup après coup et finit par s'approcher le plus possible du loup. Il a porté le coup final et le navire s'est tombé sur une puissante falaise glacée. Le protagoniste s'est approché du loup mort et était heureux que la race des dragons soit carrément un bas. Le système lui dit qu'il a une pierre de sang de dragon, mais peu importe combien il cherche, elle est introuvable, alors quel est le problème ? Le raid sur l'énorme loup de glace s'est terminé avec succès. Le système le lui a dit. Les récompenses commencèrent à être comptabilisées, et il reçut un parchemin rare, des points bonus et un niveau de personnage de 26. Aoji fut surpris de l'avoir laissé tomber une fois sans même monter de niveau. Le traitant de faible, le garçon décida d'utiliser son talent de copieur et acquit la compétence hurlement de glace. Celle-ci émet des ondes sonores et à haute fréquence remplies d'énergie de glace, ralentissant les ennemis dans un rayon de 15 mètres. Cette compétence peut également être améliorée. Il a également acquis Trace d'ombre, et si sa classe est assassin, cette compétence est automatiquement intégrée comme compétence passive. Lorsqu'elle est active, il a une chance de se cacher complètement et augmente temporairement son esquive.
Houji s'est exclamé que c'était exactement ce dont il avait besoin, et qu'il devait arrêter de cultiver et retourner à l'hôpital. Et maintenant, le garçon était déjà à l'hôpital et ouvrit la porte de la pièce où la fille à pain était allongée. Impey était également déjà là et a salué le personnage principal, et sa sœur l'a appelé frère. Le garçon regarda attentivement la fille et des larmes brillèrent dans ses yeux. Il courut aussitôt vers elle et la serra dans ses bras, lui disant que son frère aîné était en retard. La fille lui répondit qu'il était passé la voir récemment. Le garçon lui a demandé si ça lui faisait mal quand il la serrait dans ses bras, et la fille a répondu joyeusement que bien sûr que non. Il demanda à Yin-Pei si elle avait raconté ce qui se passait à Wu-Tong. Elle répondit qu'elle ne lui en avait dit que quelques mots. Wu-Tong a dit qu'elle n'y croyait pas au début, mais Yin-Pei ne l'a pas trompée. Alors elle a essentiellement compris. Le personnage principal s'est approché de la fille et lui a dit que cette fois, son frère la sauverait certainement.